Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Estive Scène nationale de Foix et de l'Ariège pour ce nouveau rendez-vous ciné-architecture, donc une proposition qui vous est faite par l'Estive en étroite collaboration et partenariat avec le Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement de l'Ariège, donc le CAE de l'Ariège. Et pour commencer, je vais passer donc la parole à Monsieur Jean-Christophe Cid qui préside le CAE de l'Ariège pour vous dire quelques mots. Merci. Non, tout simplement et rapidement pour remercier au titre du CAE donc, tous les acteurs qui se sont mobilisés ce soir pour permettre cette soirée et ces discussions autour de la thématique de l'urbanisme. Remercier la mairie de Foix et Norbert qui est présent ce soir pour nous accueillir dans cette très belle salle. Et encore une fois, remercier la collaboration entre l'Estive, le syndicat des architectes qui, pour la 5e édition, nous permet à chaque fois d'avoir des thématiques, je pense, qui nous intéressent tous et qui peut être fruit de pas mal de réflexions et dont notre interlocuteur ce soir, je pense, pourra répondre et en tout cas pourra nous éclairer et pourra nous interpeller sur ces thématiques-là. Voilà, tout simplement. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous aussi, on est absolument ravis de ce partenariat avec le CAE on est à sa 3e saison et qui voit grandir l'audience. On est vraiment ravis parce qu'au départ, c'était un peu un rendez-vous d'architectes. Et aujourd'hui, on voit que ça intéresse beaucoup plus de gens. Et c'était bien là l'idée de ces rendez-vous, puisque tous les rendez-vous de la scène nationale sont ouverts à tous les publics. Et je remercie aussi les élus d'être présents, Monsieur Norbert Meller pour la ville de Foix, Monsieur Fromentin pour l'agglomération Foix-Varilhes. Ce sont des questions, les questions d'habitat qui nous concernent absolument toutes et tous, tous les citoyens. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir ici et aussi que cette conférence soit enregistrée pour qu'elle soit évidemment partagée largement par la suite. Alors, bonsoir Monsieur Simet. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Philippe Simet, donc vous êtes philosophe, actuellement donc maître de conférence à l'École nationale supérieure de l'architecture de Paris-Belleville. Vous êtes à la fois un philosophe de formation classique, mais également aujourd'hui un philosophe praticien au service justement de projets d'architecture. Et vous êtes également un philosophe voyageur, puisque vous avez conçu toute une série de films documentaires qui nous emmènent justement à la rencontre de différentes cultures de l'habitat à travers le monde, une série sur Arte qui s'appelle « Habiter le monde ». Ce soir, donc, vous êtes venu nous parler de cette thématique « Habiter, c'est apprendre à partager l'espace ». Vous travaillez particulièrement donc, sur les liens entre l'homme, la société et son environnement. L'écologie, vous dites que vous vous intéressez à définir les contours d'une écologie urbaine du sensible qui s'intéresse à la place du corps et des sens dans l'expérience urbaine, aux mobilisations et compétences citadines développées en situation, aux approches sociales et politiques de l'écologie et aux nouvelles pratiques de projets architecturaux et urbains inscrites dans les champs de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc effectivement, l'ESS est aussi très présente en Ariège. Beaucoup d'initiatives d'habitat alternatifs, partagés, etc. sont très présentes en Ariège. Donc je vois que le public est représentatif aussi de ces initiatives. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir. Merci encore d'être ici avec nous. Et juste encore un mot pour vous dire que cette soirée Ciné-Architecture donc, se poursuit par un repas partagé pour ceux qui ont réservé. Donc ça se passera au rez-de-chaussée avec le traiteur Croquembouche. Et puis nous aurons le plaisir ensuite de partager un film. Ce soir, donc, ce film s'intitule « Sous les figues ». Il s'agit d'un film tunisien de 2022 d'Erige Sehiri et qui donc va à sa façon rebondir sur toutes les questions qui ont été évoquées ce soir. Et bien sûr, après l'intervention de M. Simet, la parole sera à vous pour un échange avec vous. Philippe Simet. Bonne soirée à tout le monde.
Bon, merci aux organisatrices de l'Estive et au CAUE pour cette invitation et à vous toutes et tous d'être là si nombreuses et nombreux ce soir pour parler de cette question voilà, des façons d'habiter, de comment nous habitons et comment nous pourrions habiter autrement. J'espère que voilà, à la fin de mon intervention, on aura un temps de discussion ensemble et voilà, j'espère que vous m'interpellerez soit pour poser des questions, soit vous faire part de votre désaccord. Si vous avez des désaccords, c'est toujours intéressant. Je voudrais commencer mon intervention par une remarque de la philosophe de l'environnement qui s'appelle Catherine Larère, qui nous dit que l'Anthropocène, c'est cet âge de la Terre qui est marqué par l'action irréversible des actions humaines sur le système Terre. Elle nous dit que l'Anthropocène, en fait, c'est la dernière blessure narcissique de l'homme. Il y a eu la révolution copernicienne qui a déporté la Terre du centre de l'univers. Il y a eu la théorie de l'évolution qui a fait de l'être humain un animal parmi d'autres. Il y a eu la psychanalyse qui a dynamité les prétentions de contrôle et de maîtrise de la conscience. Et puis, il y a ce temps dans lequel on se trouve, celui de l'Anthropocène, où nous réalisons que nous, les êtres humains, ou peut-être certaines sociétés humaines, se sont comportés en parasites de la biosphère. Voilà. On pensait qu'on avait une place centrale, là aussi on pensait qu'on avait un rôle central dans le fonctionnement de la planète Terre et on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Et je crois que ce constat philosophique, on le partage d'une manière ou d'une autre parce qu'on est en permanence rattrapé par des phénomènes ou par des événements. On est confronté au réchauffement climatique, à la disparition massive des espèces, aux migrations forcées et finalement nombreux sont celles et ceux qui luttent pour des places qui sont de moins en moins garanties. Et le sentiment de perdre sa place, c'est désormais un horizon partagé, y compris par ceux qui s'en croyaient le plus protégés, c'est-à-dire nous, en France notamment, un des pays les plus riches. Donc je crois qu'il y a là une matière à réflexion, non pas pour reprendre place ou pour se faire une place, mais au contraire pour réfléchir différemment à ce que veut dire habiter. Et parmi tous les facteurs qui contribuent ou qui ont contribué à cette perte de centralité, ou plutôt la perte du sentiment de centralité, eh bien, l'architecture, je crois, joue un rôle majeur, quoique paradoxal. Parce que cette discipline qui, finalement, pensait conférer à l'homme une place, l'a fait au mépris des autres êtres vivants. Et aujourd'hui, cela se retourne contre nous. Nos manières de construire et d'habiter sont fondées sur la consommation massive d'énergie et de matières premières et elle se caractérise aussi par une excroissance qui est aujourd'hui planétaire. Vous le savez, nous sommes 8 milliards, mais en 2050, nous serons 8 milliards d'urbains. Donc c'est un chiffre qui est absolument effrayant. Je voudrais juste vous montrer une première image finalement des mondes urbains que nous produisons aujourd'hui. Ce sont des images dans le fond génériques, même si vous pouvez essayer de les localiser, de savoir, voilà, mais bon, voilà, des tours qu'on va retrouver un peu partout sur la planète, des systèmes urbains qui consomment massivement de l'énergie, des problèmes de congestion urbaine avec la pollution à la fois olfactive et sonore et les problèmes sanitaires, bien évidemment, que ça pose, et puis l'étalement urbain,
et l'artificialisation des sols qu'on retrouve aussi à peu près partout, qu'on retrouve à peu près partout dans le monde. Alors, ça, ce sont les grandes formes de l'urbanisation planétaire, même si en effet, évidemment, il y en a d'autres aujourd'hui, mais ce sont des formes génériques, c'est-à-dire qu'on va les retrouver un peu partout sur la planète, et en fait, elles ont en commun un trait massif qui renvoie à leur matérialité. Donc, on peut s'intéresser à la forme de l'urbanisation, mais c'est aussi intéressant de s'intéresser à la matière des villes. Il y a eu une étude il y a quelques temps qui est parue dans la revue Nature, qui montrait que la masse anthropogénique, c'est-à-dire la masse de tout ce qui a été transformé par l'homme, tout ce que l'homme a produit et a transformé, est aujourd'hui supérieur à la biomasse. C'est-à-dire que si on fait la masse, si on essaye de calculer la masse de tous les êtres vivants, ben, il pèse moins lourd que la masse de tout ce que nous, les humains, avons transformé. Donc c'est un constat qui est assez accablant. Donc des mondes de plus en plus urbains, mais aussi des mondes de plus en plus matériels. Et la question de la matérialité de la ville, elle est extrêmement importante. Alors, permettez-moi de m'arrêter un instant sur la question de l'extractivisme, c'est-à-dire le processus d'extraction et de consommation massive de matières premières. Donc là aussi, ce sont des images génériques. Extractivisme, soit par l'industrie minière, soit par l'industrie pétrolière, soit par la déforestation, et puis ici, là, j'aurai l'occasion d'en reparler, par l'extraction et la consommation massive de sable, qui est un phénomène aujourd'hui très préoccupant. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les habitats humains dépendaient principalement de deux types de matériaux. C'était des matériaux géosourcés, qui viennent de la terre, donc soit de la terre, par exemple, pour fabriquer des briques, soit des pierres, des roches, et puis des matériaux biosourcés, donc qui proviennent de la biomasse, donc je sais pas, du bois, de la paille, mais ça peut être aussi des matériaux qui viennent en fait du monde animal, comme des laines. Voilà, donc en gros, on avait c'était nos deux sources d'approvisionnement de matériaux, soit des matériaux géosourcés qui viennent de la terre, soit des matériaux biosourcés qui viennent des êtres vivants. Et l'architecture vernaculaire, ou l'architecture traditionnelle, si vous voulez, ben, elle dépendait entièrement des ressources qui étaient disponibles localement. Et quand je dis des ressources disponibles localement, c'était bien évidemment des ressources matérielles. Dans certaines régions, il y avait du granit. Dans d'autres, il y avait, je sais pas, on faisait des toits en chaume, etc. Donc, finalement, chaque région avait à sa disposition un certain nombre de matériaux, mais c'était aussi des ressources humaines, c'était des savoir-faire qui étaient des savoir-faire locaux. Voilà. Et donc, finalement, les habitats humains s'adaptaient aux contraintes géographiques et climatiques en mobilisant des ressources matérielles et humaines qui étaient toujours locales. C'était une grande force, mais on a aussi considéré que c'était une limite, notamment la limite, c'était celle de la disponibilité. Comment faire pour construire davantage, et comment faire aussi, finalement, pour se débarrasser de ceux qui font peser sur l'économie de la construction la singularité de leur savoir-faire. Et c'est là où, finalement, les matériaux issus de la révolution industrielle ont changé la donne, puisqu'ils ont permis une autonomisation vis-à-vis de tous les contextes. Avec les matériaux produits industriellement, c'est des matériaux que vous allez retrouver partout dans le monde,
C'est-à-dire que le ciment, vous allez le retrouver partout dans le monde, l'acier, vous allez le retrouver partout dans le monde, l'aluminium partout dans le monde, et il peut être mis en œuvre par n'importe qui. C'est-à-dire que les savoir-faire ne sont plus localisés. Et donc on a vu ça comme une des conditions du progrès social et d'une meilleure qualité de vie dans nos façons d'habiter, mais bien évidemment, ce processus d'émancipation, qui se pensait comme un processus d'émancipation, il s'est traduit par une sorte d'occultation de ces conditions de possibilités matérielles. C'est-à-dire que finalement, on a consommé de plus en plus de ressources et on a été dans un rapport d'illimitation à la consommation des ressources. Juste pour vous donner, je ne suis pas un fan des chiffres, mais à la fin du XXe siècle, les humains extrayaient 35 fois plus de minéraux de construction et de métaux qu'au début du XXe siècle. Donc en un siècle, il y a une multiplication par 35 dans le processus d'extraction. Et le matériau qui s'est imposé sur la planète, c'est le béton. Aujourd'hui, le béton, c'est 4 milliards de mètres cubes par an. Ça, c'est notre consommation en béton. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le plastique, ça nous préoccupe beaucoup, hein. Quand on réfléchit à l'impact écologique des matériaux, on est traumatisé par le plastique parce qu'on le retrouve dans les sachets de thé, on le retrouve dans le ventre des tortues, parce que ça fabrique un continent au milieu de l'océan Indien, etc. Mais le plastique, depuis son invention, c'est 9 milliards de mètres cubes. Depuis son invention, c'est 9 milliards de mètres cubes, mais chaque année, il y a 4 milliards de mètres cubes de béton. Voilà. Donc le béton, c'est le premier matériau au monde et c'est vraiment une arme de destruction massive. Et si vous vous intéressez à cette architecture vernaculaire, traditionnelle, c'est intéressant de voir, c'est édifiant de voir comment finalement elle a laissé place à l'architecture de béton. Si vous regardez l'Afrique de l'Ouest, où il y avait j'en reparlerai tout à l'heure, une architecture de terre absolument merveilleuse, aujourd'hui tout ça passe à la trappe parce que quand on construit en terre, c'est l'architecture du pauvre. L'architecture du pauvre. J'ai une amie qui est géographe, qui était au Sénégal, et elle m'a raconté qu'un de ses collègues, pour son départ à la retraite, a reçu comme cadeau 1 tonne de ciment. Voilà. Ça, c'est pour dire que c'était un vrai bonhomme qui avait réussi dans la vie. On lui faisait un cadeau, voilà, un vrai cadeau, 1 tonne, 1 tonne de ciment. Donc c'est intéressant de voir aussi comment culturellement le béton prend place dans d'autres sociétés. Donc ces processus d'extraction, ils sont responsables aujourd'hui de 90% de la perte de la biodiversité dans le monde. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que ça représente, c'est absolument énorme et pourtant on ne peut pas s'arrêter. Et pourquoi on ne peut pas s'arrêter ? Eh bien parce que l'extractivisme soutient nos sociétés. Nous transformons les paysages ou l'infrastructure, si vous voulez, physique de nos villes, voilà, mais on réfléchit assez peu à l'origine du béton, de l'acier ou de l'aluminium. D'où viennent ces matières. Nous comptons sur le pétrole, le gaz et le charbon aussi comme source d'énergie, mais nous sommes déconnectés des paysages d'extraction qui rendent cette énergie possible. Alors là, on l'est de moins en moins en ce moment. On commence à s'intéresser à ces questions-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est rentré dans un stade addictif de consommation de matières premières. Sans extraction massive de matières premières, l'architecture et l'urbanisme tel qu'on le pratique généralement aujourd'hui ne sont tout simplement pas possibles, mais notre conception du bien-être et du progrès social repose encore largement sur l'extractivisme. Alors, je crois qu'il y a des choses qu'il
faut commencer à mettre en place. Et la première d'entre elles, ça serait s'intéresser à la provenance des matériaux. C'est quelque chose qu'on fait pour l'alimentation. De plus en plus de personnes, je suppose moi et beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans cette salle, sont préoccupés par la qualité de ce qu'ils ont dans l'assiette. Ce n'est pas qu'une question de prix, c'est aussi voilà, qu'est-ce qu'on mange. Est-ce que ce sont des légumes qui sont bourrés de pesticides? Est-ce qu'ils ont des OGM ou pas? Et puis ça, c'est qu'un bout de l'iceberg, parce qu'on veut savoir aussi d'où ils viennent. On n'a pas envie d'avoir des produits qu'on fait 5 fois le tour de la planète pour arriver dans notre assiette. Pourquoi ne fait-on pas la même chose pour les matériaux qui constituent notre environnement? Pourquoi ne Pourquoi on ne s'intéresse pas voilà, à l'origine, à la provenance, aux chaînes de transformation qui rendent possible notre environnement matériel. Si on le faisait, je pense qu'on serait un petit peu plus précautionneux sur l'utilisation de tel ou tel type de matériaux. Et notamment, c'est les matériaux industriels qui sont des grandes abstractions mondialisées. Quand vous construisez en béton, en fait, vous avez des matériaux qui viennent de partout dans le monde. Voilà, de partout dans le monde, en fait, pour fabriquer. C'est-à-dire que quand vous achetez votre béton, vous ne pouvez pas savoir d'où ça vient. C'est quand même très très compliqué. Si vous prenez l'aluminium, l'aluminium, il faut de la bauxite. Voilà, la bauxite, il y en a en Australie, en Chine, en Russie. Ça permet de voir au passage, ce n'est pas forcément des pays dont on a envie d'être foncièrement dépendant. Il y en a beaucoup en Guinée aussi, avec tous les problèmes politiques que ça pose. Et puis, cette bauxite, elle va être exportée pour être transformée en alumine dans un autre pays. Puis l'alumine, elle va être encore exportée pour devenir de l'aluminium primaire. C'est-à-dire que si on refait les chaînes, en fait, on s'aperçoit de beaucoup de choses. Et puis, si on remonte comme ça, on va tomber aussi sur des sites qui sont des sites absolument désolés. Des sites de désolation, des espèces de scènes de guerre ou de scènes de crime, où on va voir en fait ce que coûte à la planète la qualité apparente de nos environnements. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Et donc pour moi, ça pose une question qui est assez simple, c'est jusqu'où nos manières d'habiter peuvent-elles reposer sur des formes de prédation et d'exploitation? Jusqu'à quel point on est prêt à tenir en fait cette position-là? Si vous corrélez les paysages entre eux, vous corrélez un paysage construit ici avec le paysage qui l'a rendu possible à l'autre bout de la planète, c'est comme une sorte de portrait de Dorian Gray, c'est beaucoup plus difficile à assumer. Jusqu'à quel point est-on capable d'accepter que notre conception du bien-être dépend de dommages infligés à d'autres sur la planète? Je pense qu'à terme, c'est pas une solution tenable. Donc il y a plusieurs type, bien évidemment, de réponse à ce challenge-là. Le premier, c'est de réfléchir aux matériaux qu'on utilise et c'est d'utiliser, en l'occurrence, le moins possible des matières premières non renouvelables pour aller vers des matières premières renouvelables. Et donc, ces matières premières qui viennent de la biomasse, le bois, la paille, le chanvre, etc. Mais attention, ça pose une autre question. Hop, je mets ma petite slide. Ça pose la question, ça nous oblige à nous interroger sur ce que sont les ressources naturelles. On parle communément de ressources naturelles. Moi, je ne crois pas que les ressources naturelles, ça existe. On dit, il faudrait passer des ressources non renouvelables aux ressources naturelles. Mais les ressources, c'est toujours
ça désigne toujours la relation des hommes à leur milieu. Les choses ne sont pas par elles-mêmes, ou les êtres du monde ne sont pas par eux-mêmes, des ressources. Prenez une vache, c'est une ressource parce qu'on utilise son lait, ou qu'on mange sa chair, ou qu'on s'en sert comme une force de traction, ou qu'on utilise son cuir pour faire des chaussures, ou qu'on l'utilise pour engendrer d'autres vaches. C'est-à-dire que c'est une ressource pour autant qu'il y a un marché. Voilà. Mais en elle-même, la vache n'est pas une ressource naturelle. Si vous êtes hindouiste, vous ne considérez pas la vache comme une ressource. Et puis, si vous regardez dans le monde, vous voyez que certaines choses sont des ressources à un endroit, mais pas à un autre. Ou que certaines choses sont des ressources à un moment donné de notre histoire, mais pas à un autre. Pendant, par exemple, le murex, je pense que personne ne sait ce qu'est le murex, un petit crustacé qui servait à fabriquer la pourpre pour teindre les toges des dignitaires romains. Voilà, dans l'Antiquité romaine, ça a été une ressource extrêmement importante, mais ça ne l'est plus depuis longtemps. Le sel a été une ressource vitale pour l'humanité, ou le silex a été une ressource vitale pour l'humanité, mais il ne l'est plus depuis longtemps. Et pendant très longtemps aussi, les roches de charbon qui se trouvaient dans le sol n'étaient pas une ressource, parce qu'on ne savait même pas qu'elles étaient là et on ne savait pas comment les exploiter. Donc les choses ou les êtres du monde ne sont pas en soi des ressources, ils le deviennent quand on décide de les exploiter. Donc ça, c'est important parce que je crois que nous devons changer notre regard sur justement sur les autres êtres vivants qu'on considère généralement comme un stock qui est là à notre disposition. Puis voilà, il y a des gens qui vont vous dire attention, il ne faut pas trop consommer de ressources, mais on fait comme si c'était à nous. On continue de penser que tous ces êtres sont là à notre disposition. Donc voilà, faisons attention à la ressource en bois, parce qu'elle n'est pas illimitée, mais non, voilà, les arbres ne sont pas en soi une ressource. Voilà. Ou s'ils sont une ressource, alors ils sont une ressource pour une pluralité d'êtres vivants. Les arbres sont des ressources pour d'autres arbres. Les arbres sont des ressources pour des oiseaux, sont des ressources pour des champignons, sont des ressources pour des insectes ou pour tout un tas d'autres animaux. Et donc, si on veut continuer à parler de ressources, peut-être qu'il faut avoir un point de vue un petit peu moins anthropocentré. Peut-être que si on veut garder ce terme de ressources, il faut accepter que les ressources elles soient partagées par l'ensemble des êtres vivants. Voilà. Et si on réfléchit à cette modalité du partage, et que finalement on met autour de la table des négociations d'autres êtres vivants que nous, ça changera immédiatement notre façon de concevoir notre rapport aux ressources et notre rapport à la construction. Et donc, c'est cette idée-là qui me conduit à dire finalement, habiter, c'est moins revendiquer une place comme étant la sienne, en déclinant tout le vocabulaire de l'appartenance et de l'enracinement, mais peut-être aujourd'hui, habiter, c'est apprendre à partager l'espace. Apprendre à partager l'espace avec d'autres, et notamment d'autres humains, puisque nos sociétés sont confrontées au défi des migrations forcées, mais aussi avec des êtres non humains. Qu'est-ce que ça veut dire partager l'espace avec des êtres non humains? Quel sens ça peut avoir pour nous au-delà de l'injonction morale? Alors, je voulais vous parler d'eux, mais je ne vous en parle pas. On en parlera après, si vous voulez, mais voilà, de deux personnes qui se sont bagarrées sur cette question des ressources, mais je vois le temps qui file et je voudrais avancer sur habiter, c'est apprendre à partager l'espace, et je voudrais vous montrer quatre situations différentes de choses que j'ai pu comprendre en faisant cette émission Habiter le monde, où j'ai fait 30 films. Maintenant, je continue toujours avec Arte, mais je fais des films plus longs, des 52 minutes. Mais voilà, ça, c'était des 26 minutes où j'allais dans différents pays voir comment les personnes ou les sociétés habitent à la fois leur habitat, mais aussi leur conception de l'habiter. Donc là, on est en Papouasie
Ouais, alors c'est coupé. Je ne suis pas le roi du PowerPoint. Je suis déjà au bout de tout ce que je suis capable de faire là, avec un PowerPoint comme ça. Mais voilà, on est en Papouasie occidentale. Papouasie occidentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas en Papouasie Nouvelle-Guinée. On est du côté indonésien. Et moi, j'étais vraiment pile à la frontière entre la Papouasie occidentale et la Papouasie Nouvelle-Guinée, mais ça change quand même quelque chose parce que le gouvernement indonésien aujourd'hui cherche vraiment à chasser les Papous de la forêt pour pouvoir exploiter justement à la fois des ressources minières et le bois. Et donc, c'est très long d'aller là-bas. Je crois que j'ai mis voilà, plus d'une semaine de voyage pour arriver chez les Papous. Mais ce que vous voyez en route, c'est un spectacle absolument désolant. Enfin, j'ai rarement vu quelque chose de plus triste. Je vais vous dire, dans ma vie, c'était assez terrible. Donc, je reviens à mes Papous. Concevoir autrement la question de la ressource, concevoir autrement la relation au vivant. J'adore cette photo, voilà, elle a été prise avec un drone. Et ce que vous voyez, c'est que là, les Papous habitent dans une sorte de mini clairière au milieu d'une immense forêt. Ils auraient pu couper beaucoup plus de bois, ils auraient pu s'étendre sans problème, et pourtant ils ne le font pas. Donc première surprise, quand on va là-bas, finalement, l'habitat et l'espace, ce qui pour moi était l'espace habité, était extrêmement restreint. Donc là, vous voyez des maisons, c'est des maisons qui sont construites dans les arbres, en fait. Donc ils coupent un certain nombre de branches, et voilà, ils gardent un tronc, et puis qui coupent à un moment, et puis construisent la maison comme ça entre 4 et 8 mètres de hauteur pour se protéger, à la fois des serpents, mais surtout des moustiques. C'est quand même pas mal de moustiques. Voilà, donc ils se retrouvent dans leur maison. Là, vous voyez une échelle. Enfin, là, c'était une échelle qu'ils avaient fait pour moi, parce que sinon on monte sur une petite. Alors j'ai réussi à la fin, mais pas au début. J'étais pas rassuré. Voilà, donc on monte sur un petit poteau en bois qui est ciselé. Voilà, et ça permet d'accéder à ces maisons ou à ces cabanes. Et donc, moi, je leur posais tout un tas de questions, et je me disais, mais et je comprenais rien. Alors, il y avait 2 traducteurs, français, indonésien, Korowai, parce que c'est des Papous Korowai. Mais bon, voilà, je discutais beaucoup avec eux, et je comprenais rien de ce qu'ils me racontaient. Je leur disais, mais pourquoi il n'y a pas plus de maisons? Pourquoi vous n'avez pas défriché davantage? Pourquoi vous ne coupez pas, etc. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, eux ne considéraient pas qu'ils habitaient ces maisons, mais qu'ils habitaient la forêt. Voilà. Leur habitat, c'était la forêt dans son ensemble. Et donc, première leçon pour moi, la maison n'est pas ce qui pour moi est l'habitat ne l'était pas pour eux, et ils avaient une relation beaucoup plus ouverte sur le dehors et sur l'ensemble de la forêt. Puisque ce que j'ai compris aussi, c'est qu'ils refusaient de s'étendre. C'est-à-dire qu'il y avait une réflexion sur la frugalité. On parle ici, nous, de sobriété ou de frugalité, mais eux aussi considéraient comme inutile le fait de couper des arbres, et ça leur posait problème de couper des arbres. C'est-à-dire la ressource est pléthorique, elle est extrêmement abondante, néanmoins, on ne va pas couper des arbres pour autant. On ne va pas couper des arbres impunément, parce que les arbres sont considérés non pas comme des personnes, mais comme des êtres vivants, à part entière. Et donc on va exploiter le plus possible les branches. Voilà. Mais les troncs, on va éviter de les couper. Donc c'était assez stupéfiant pour moi de me retrouver vraiment dans des forêts qui sont des forêts immenses, et de trouver ces Papous qui ne voulaient pas en fait couper les arbres. Voilà.
et qui disait, et ils ne voulaient pas couper les arbres parce qu'ils disaient qu'ils habitaient, la forêt. Bon, donc là, on voit un des papous en train de fabriquer la maison. Donc à chaque fois, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent dans l'arbre. Je regarde l'heure, il faut que j'aille plus vite, excusez-moi. Bon, là, c'était pas pour vous montrer ma bobine, mais je me rappelle de discussions que j'avais eues avec eux, où je disais, mais pourquoi vous ne quittez pas la forêt? Et il y en a un qui m'avait dit, si on quitte la forêt, on est juste entre nous, et ça, c'est pas nous, les Korowai. Je trouvais que c'est une très belle idée. Si on quitte la forêt, on est juste entre humains, et finalement, ça ne nous ressemble pas. Nous, les Korowai, on vit avec tous les êtres, tous les êtres de la forêt. Donc, première idée, ou première, en tout cas pour moi, moment où la question du partage de l'espace et la relation avec d'autres êtres humains, parce qu'il y a d'autres papous, mais aussi avec des êtres non humains, c'est posé pour moi avec une certaine force. Deuxième situation, on change complètement d'endroit, on est sur le lac Titicaca côté péruvien, à 4000 mètres d'altitude dans l'altiplano, sur l'île de Titinho, qui est à environ 1 heure d'une ville qui s'appelle Puno. Et là, vous avez une communauté indienne, les Zuros, qui vivent sur des îles qui sont des îles en fait artificielles, parce qu'elles sont construites en jonc. Voilà, vous voyez là. Ce jonc s'appelle la totora. Et toute l'île est construite en jonc. C'est-à-dire, vous avez de la tourbe, je vous montre la photo en dessous, ça sera plus clair. Voilà, vous avez de la tourbe qui constitue le soubassement de l'île, et puis vous avez des couches de jonc qui sont disposées comme ça sur la surface, donc qui servent à constituer le sol de l'île, mais aussi les habitations. Tout est fait en jonc. Et donc, il faut, comme en fait la tourbe, comme la totora pourrit dans l'eau, mais qu'elle se désagrège, en fait, il faut la renouveler assez régulièrement, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Et donc, moi, je trouvais ça horrible. Pour vous dire la vérité, quand j'étais là-bas, je trouvais ça atroce. Je me disais, mais comment c'est possible de vivre là, sur une île comme ça, balayée par le vent, parce qu'il faisait super froid, et de devoir tous les 15 jours aller couper des joncs pour refabriquer le sol, parce que l'île va se désagréger. Et pendant, je suis resté, je sais pas, je pense une quinzaine de jours avec eux, et pendant les 15 jours, j'ai rien compris en fait. Je vais vous dire la vérité, j'ai rien compris, et je trouvais ça un peu horrible en fait. Je me dirais, je voudrais jamais, c'est très beau, mais je voudrais jamais vivre là. Et puis à la fin, j'ai discuté avec un des gars qui était là-bas, et je lui ai posé la question directement, et il m'a dit, la totora, c'est mon père et ma mère. Cette plante-là, ce jonc, c'est mon père et ma mère. Ça m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est mon père et ma mère? Ça veut dire, dans le fond, on a une dette, on a des égards, on a une responsabilité vis-à-vis de cette plante qui rend notre vie possible. Elle nous sert à fabriquer le sol sur lequel on se trouve, elle sert à fabriquer nos habitations, ils en mangent aussi une partie, et donc il y a ce sentiment d'obligation morale et de relation avec une plante à qui on doit le respect et l'attention. Et donc, ce n'est pas qu'un matériau, c'est plus qu'un matériau. Et finalement, cette idée-là, je l'ai retrouvée dans plusieurs endroits du monde. En Bolivie,
c'était pas très loin, j'étais sur un autre altiplano, mais en Inde aussi, quand j'étais dans l'Arunachal Pradesh, où j'étais dans les montagnes, et puis il y a des sociétés très isolées qui construisaient tout en bambou. Il n'y avait qu'une seule ressource, c'était le bambou. Et on peut exploiter le bambou, on peut le couper, et en même temps considérer que c'est un être à part entière qui mérite notre attention et notre respect. Donc voilà, je crois que ce chemin-là, on pourrait le faire nous aussi vis-à-vis des matériaux qu'on utilise. Ça ne veut pas dire on ne devient pas un animiste. Voilà, on ne pense pas que le bambou c'est notre frère ou notre père. Voilà, on peut considérer que le bambou c'est juste une plante qu'on exploite et en même temps avoir des formes d'attention, d'égard, de penser des formes de réciprocité, voilà, avec ces matériaux qu'on utilise. Troisième exemple, complètement différent. On est au Burkina Faso, à Tiébélé, où il y a la cour royale des Kasséna, qui est une ethnie très importante. Il y a à peu près 250 000 personnes qui se répartissent entre le Burkina et le Ghana. Là, on est à peu près à 80 km au sud de Ouagadougou. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir y aller juste avant la première attaque terroriste, pour tout vous dire, à 6 jours près, en fait. Donc après, le pays, c'était beaucoup plus compliqué. C'était une expérience qui était extrêmement riche. Donc là, vous voyez la cour royale. Et donc, elle est composée de cases qui dessinent une espèce de labyrinthe assez complexe. Les cases ont des formes différentes en fonction des statuts et des positions dans la famille. Voilà, si on est une personne âgée, si on est célibataire, si on est une famille, etc. Et voilà, et elles sont décorées. Tout est fait avec de la terre, qui est de la latérite, qui est une terre rouge. Et c'est un exemple assez génial de réemploi, parce que finalement, dès que les cases s'abîment et qu'elles commencent à se désagréger, on les détruit et on en reconstruit d'autres avec la même terre. Mais ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que c'est une entreprise qui est une entreprise collective. C'est-à-dire que le chantier, c'est la façon de faire société. Voilà. Nous, le chantier, c'est ce qu'on doit cacher, quoi. Chantier interdit au public. Il ne faut pas qu'on sache ce qui se passe là-dedans. On s'intéresse à l'objet. Hein, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, My Precious, là, mon bel objet que je vais valoriser. Mais tout ce qui est processus, et ce qui fait en fait la richesse de l'architecture. Il n'y a pas beaucoup de professions ou de... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'activités qui rassemblent des actrices et des acteurs aussi différents et les mettent autour d'une table. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et pourtant, voilà, on ne parle jamais de ça. Mais la dimension de processus, elle est fondamentale. Et là, chez les Kasséna, le chantier, c'est vraiment une façon de faire société. C'est le grand moment de la transmission. Donc, voilà, c'est un processus qui est genré, parce que les hommes ont un certain type d'activité, et puis les femmes ont d'autres types d'activités, mais c'est absolument collectif. Tout le monde travaille, tous les âges, les enfants, les personnes âgées, etc. Et donc là, on voit, on est en train de refabriquer la terre, et puis après, c'est une technique assez connue, technique de la mode de terre. Hein, on fait des boules de terre, on les pose les unes sur les autres. Il n'y a pas de fondation, hein, vous voyez là. Puis on élève le mur comme ça, puis ça peut aller assez vite. Donc ça, c'est ce que font les hommes. Et donc il y a toujours un moment d'apprentissage avec les plus jeunes. C'est aussi l'occasion de marquer les moments importants dans les changements de statut ou les grands moments de la vie. Et puis les femmes, elles peignent. Alors, ce n'est pas de la décoration, parce que en fait, ce sont des symboles à chaque fois qui racontent l'histoire des Kasséna. Et donc, pendant que les femmes peignent, alors déjà, elles se racontent plein de trucs.
Voilà, quand les hommes sont pas là, c'est assez intéressant. Enfin, moi, pour les raisons du film, j'avais le droit d'être là et puis d'écouter un peu les choses. Donc, c'était assez drôle. Mais c'est aussi, voilà, des moments de transmission de la mémoire, voilà, de la mémoire collective. Donc là aussi, finalement, qu'est-ce qui nous fait habiter? Ben, c'est ce moment partagé de la fabrication de l'espace. Le fait qu'on soit tous concernés par la question de la production de l'espace. Alors vous allez me dire, ouais, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut en faire nous parce qu'on est, voilà, on n'est ni des Papous, ni des Cassénas, on n'a pas voilà, ces joncs comme ça à notre disposition. Ça a l'air, voilà, c'est peut-être inspirant, mais c'est très loin de nous. Alors, je vais me permettre de parler d'un projet que j'ai porté qui s'appelle La Ferme du Rail. Il est ici. Et puis si je vous en parle, c'est parce que plusieurs d'entre vous ici sont engagés dans la question de l'habitat partagé ou de l'habitat participatif ou de manière alternative de construire et d'habiter. Donc je suis heureux de pouvoir partager cette expérience avec vous. La ferme du Rail, c'est la première ferme à Paris, première ferme urbaine, mais ça, je trouve que c'est pas spécialement, enfin, c'est intéressant, mais c'est surtout une ferme d'insertion. C'est une ferme qui accueille des personnes qui sont qui étaient en situation de rue. Et donc, pour moi, c'est un point extrêmement important parce que on a souvent une approche de l'écologie qui est de l'écologie environnementale. Et la question de l'écologie sociale ou de la dimension politique de l'écologie passe souvent à la trappe. Et je ne crois pas qu'on puisse dissocier les deux. Je crois que l'écologie, elle doit être à la fois sociale et environnementale. Donc si on avait juste fait une ferme pour cultiver son potager, même en permaculture, ce qui serait très... Enfin, là, c'est de la permaculture, mais je crois que voilà, on ne marcherait pas sur nos deux jambes. Et puis, c'est dans un arrondissement à Paris, celui où j'habite, le 19e arrondissement, qui est un arrondissement en fait assez populaire, mais où il y a beaucoup de précarité. Et donc, pour nous, c'était fondamental de réinscrire cette question de la solidarité voilà, dans un projet de ferme. Alors, je passe très vite. Donc voilà, on a créé un jardin. Enfin, toutes ces personnes qui étaient là, je vais aller vite parce que sinon on n'aura pas le temps. Toutes ces personnes qui étaient là en insertion, ce sont elles qui ont finalement commencé à travailler sur le site longtemps avant que le projet commence, enfin longtemps avant que le chantier commence, pardon. Donc qui ont travaillé à la dépollution des sols, hein, au collectant des biodéchets dans le quartier pour faire du compost, pour amender les sols. Donc voilà, c'est des personnes qui ont été durablement éloignées de l'emploi. Donc là, voilà, on voit la fabrication du compost. Maintenant, on a une machine. Au départ, on n'avait pas de machine. On a changé parce que maintenant, il y a l'apport volontaire aussi des habitants. Donc on peut transformer des quantités beaucoup plus importantes de biodéchets. Bon, il faut que j'aille plus vite parce que donc voilà, ça c'est le jardin. Je vais aller. Voilà, il y a une serre parce que sinon j'arriverai pas à dire tout ce que je veux vous dire. Voilà. Voilà, bon. Et donc voilà, apprendre à faire par soi-même, la question du réapprentissage aussi des techniques. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup pensé au Casséna, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué, de voir que finalement on est éloigné de la matière. On n'a pas d'intelligence de la matière, on touche jamais les matières dans nos mains. Et ça a l'air tout bête, mais moi qui suis un philosophe, quand j'ai monté ces murs, je l'ai fait au Burkina, je l'ai fait aussi au Togo, j'ai éprouvé un plaisir incroyable à travailler la terre, à être au contact de la terre, à faire les choses avec mes mains. Alors c'est peut-être un fantasme d'intello, mais j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et donc voilà, se donner les moyens de réapprendre des techniques qui ont été perdus, se mettre soi-même au contact de la matière, c'est une expérience intéressante. Voilà, c'est cette image-là
Et cette image-là que je voulais vous montrer, la construction, donc, bon, ok, c'est des matériaux biosourcés, mais pour moi, la question n'est pas là. C'est de la construction en paille, enfin, c'est structure bois et remplissage paille. Ce qui est intéressant dans la paille, c'est que vous ne la faites pas pousser pour elle-même. C'est-à-dire que la paille, quand vous isolez en chanvre, vous faites pousser du chanvre pour l'utiliser comme isolant. Quand vous construisez en bois, vous faites pousser des arbres pour les couper, pour les utiliser comme du bois. Quand vous utilisez de la paille, elle a d'abord poussé pour sa graine. Et vous ne faites que récupérer, le reste, c'est un coproduit. Et donc, la question de la relation au vivant, elle est fondamentale. Ok, c'est bien de construire en biosourcé, mais quelle est notre relation au vivant ? Donc, quand vous construisez en paille, vous ne préemptez pas un être vivant, même si c'est juste des céréales. Vous le faites pousser d'abord pour consommer les céréales et vous récupérez la paille. Et donc ça a l'air d'être un tout petit truc, mais c'est quand même très différent. Et puis là, c'est le bardage de la ferme, il est en châtaignier. Et ça aussi, en fait, c'est lié à toutes ces réflexions sur le vivant, parce que le bardage de châtaignier, ce sont que les rejets, ce sont que les petites branches du châtaignier. Vous ne coupez pas l'arbre. Voilà. Vous n'utilisez que des petites branches. Donc, ça a l'air anecdotique, mais pour moi, c'est assez fondamental. Comment on peut repenser nos pratiques constructives en ayant le moindre impact, finalement, non seulement en ne prenant pas des matières premières non renouvelables, mais même quand on prend des matières premières non renouvelables, des matières premières biosourcées, en ayant le moins d'impact possible. Et donc, évidemment, la pratique, pour moi, la plus vertueuse, c'est celle du réemploi. Vous voyez là, en fait, on a réemployé des pierres de voirie de la mairie de Paris. Quand vous êtes dans le réemploi, vous ne faites qu'utiliser des choses qui ont déjà été produites, qui ont déjà été consommées. Et donc, voilà, la construction en bois, c'est vertueux, mais pour moi, ça l'est moins que le réemploi, parce que dans le réemploi, vous ne consommez aucune nouvelle matière première. Vous utilisez ce qui est là à votre disposition et la plupart du temps, ce qui est là à votre disposition dans un environnement proche. Et voilà, on a fait un autre bâtiment, là j'ai pas des photos avec ma femme, enfin, en fait c'est ma femme l'architecte, moi je parle comme ça parce que je suis philosophe là, mais c'est elle l'architecte voilà, de tout ça. Elle a fait un autre bâtiment qui est entièrement en réemploi et où tout a été pris dans un rayon de 30 km. Donc c'était une espèce de démonstrateur pour dire voilà, c'est possible, en fait, on peut construire, enfin on peut réhabiliter, parce que ce n'est pas de la construction en neuf, on peut réhabiliter, et on peut le faire avec des matériaux voilà, qui sont déjà là, et c'est un moindre impact finalement sur nos écosystèmes. Alors, je vais me diriger vers ma conclusion, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. J'ai 3 idées. Voilà, habiter, c'est apprendre à partager les sas, mais je voudrais la décliner en trois sous-points, en bon philosophe. Habiter, c'est s'ouvrir au dehors. Pourquoi ça, habiter, c'est s'ouvrir au dehors? Parce que je crois que dans nos récits, premiers de l'architecture, c'est toujours une forme de protection. Regardez le récit prométhéen. Vous connaissez Prométhée et Épiméthée. Bon, voilà, il distribue toutes les qualités aux animaux, les griffes, les poils, les plumes, etc. Il reste l'homme, pauvre petit chouchou, il n'a rien, il est tout nu, il est sans poils, etc. Donc on vole le feu pour lui donner, pour qu'il puisse transformer son environnement par la technique. Donc il y a un récit fondateur qui justifie l'artialisation du monde. Nous ne pouvons qu'habiter pour autant que nous transformons notre environnement, parce que sinon il est invivable pour nous. Donc il y a déjà cette idée de protection nécessaire ou de transformation nécessaire de notre environnement, sinon il ne serait pas viable pour l'être humain.
Bon, c'est quand même quelque chose qu'on a en tête. Et puis, le récit adamique, c'est la même chose. Adam et Ève, son paradis, tout se passe bien, les petites bêtises sont chassées. Et là, Adam doit se protéger des intempéries. Voilà. Et donc, la première maison, c'est celle d'Adam, une fois qu'il est chassé du paradis, parce qu'il est exposé, au climat, il est exposé voilà, à la dureté du monde, à la prédation par des bêtes sauvages. Et donc, l'architecture est là pour le protéger. Donc, l'architecture, elle véhicule vraiment ce fantasme de l'abri protecteur. Et je crois que si on regarde la trajectoire culturelle, c'est un récit qui se retourne contre nous. C'est-à-dire que, voilà, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de se réouvrir à un dehors, voilà, d'ouvrir l'architecture à son dehors et d'arrêter de penser que l'architecture est une figure de la protection. Deuxième idée, habiter, c'est faire place aux vivants. Oui, habiter, c'est faire place aux vivants parce que c'est difficile aujourd'hui de penser que habiter est le propre de l'humain. Voilà, on a longtemps dit ça, et on l'a beaucoup dit aussi dans les écoles d'architecture, que finalement habiter était une spécificité proprement humaine, que seul l'être humain habitait. Et bien évidemment, ce n'est pas vrai. Nous voyons, comme le dit l'anthropologue Anat Singh, que fabriquer des mondes n'est pas réservé aux humains. On voit bien tout un tas d'animaux qui sont capables de fabriquer des mondes et qui le font sans altérer l'eau, la terre ou l'air. Donc, reconnaître finalement qu'il y a d'autres habitants que nous sommes des cohabitants de la Terre, c'est aujourd'hui une nécessité. Et c'est ce que rappelle le philosophe Baptiste Morisot, que vous connaissez peut-être, hein, celui qui a beaucoup travaillé sur les loups, où il dit que en fait, la crise écologique est une crise de notre manière d'habiter. C'est notre manière d'habiter qui est en crise, non seulement parce qu'elle détruit l'habitat des autres, mais parce qu'elle ne les reconnaît pas, ces autres non-humains, elle ne les reconnaît pas comme des habitants. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous cohabiter? Comment on peut mettre en place ces modalités de cohabitation avec d'autres êtres vivants? Ce n'est pas une question facile et ça suppose de réfléchir aux alliances qui nous semblent pertinentes. Moi, je n'ai pas envie de cohabiter avec les punaises de lit, par exemple. Voilà, il y a tout un tas d'êtres vivants, à la fois humains aussi, hein, il y en a plein avec qui j'ai pas envie de cohabiter en fait, et des non-humains, il y en a plein aussi avec qui j'ai pas envie de cohabiter. Mais du coup, voilà, quelles alliances et pourquoi faire? Donc oui, le partage de l'espace, mais c'est pas une inclusion inconditionnelle. C'est des modalités auxquelles on doit réfléchir, c'est des alliances qu'on doit passer avec d'autres êtres vivants. Et puis, dernière idée, habiter, c'est faire ensemble. Je pense que ça, c'est l'horizon qui est le plus important, à la fois social et politique. Il faut réinvestir cette dimension commune. Et on voit bien aujourd'hui, cette question-là de nos habitats, de nos manières d'habiter, c'est des questions qui sont de plus en plus partagées. Il y a quelques années, quand vous parliez du pavillonnaire, etc., c'est des questions qui n'intéressaient personne. Aujourd'hui, vous les trouvez dans tous les grands journaux. Et on voit bien que c'est une question qui est au cœur de nos vies. Et donc, il y a une montée en compétences qui est nécessaire. Il faut que chacun d'entre nous, citoyennes, citoyens, on monte en compétences sur ces questions-là parce que la production de l'espace, c'est une affaire collective. C'est une affaire collective. Ça ne peut pas concerner quelques experts. On est dans un moment de redémocratisation
ou de démocratisation de la production de l'espace. Et je ne crois pas, en disant cela, qu'on enlève quelque chose à l'architecte. Je pense que les architectes ont tout à gagner à transformer leur pratique en travaillant de façon plus horizontale. Je vous donne juste un exemple. Quand vous travaillez en réemploi et que que vous travaillez avec des entreprises d'insertion, le chantier prend beaucoup plus de temps. Vous ne pouvez pas arriver et dire aux gens « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». C'est des gens qui ont besoin d'un encadrement, d'un accompagnement. Vous devez être là sur les chantiers. Mais en fait, en tant qu'architecte, ça vous fait beaucoup de bien d'être là sur le chantier, de prendre le temps de discuter avec les gens. C'est juste un enrichissement de votre expérience professionnelle, plutôt que de venir tous les jeudis et de dire oh, « regardez, le travail, ça a été fait n'importe comment, recommencez-moi tout ça ». Dans un secteur, celui du BTP, où il y a beaucoup de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Donc il y a des enjeux à réhumaniser notre pratique. Quand vous travaillez avec des artisans, c'est génial de pouvoir apprendre. Nous, on a travaillé avec un murailler. C'est lui qui vous explique comment il faut faire. Ce n'est pas les architectes qui arrivent et disent ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Lui, il sait comment faire. Et d'être dans ce réapprentissage ou cet apprentissage des techniques qu'on n'a jamais appris à l'école, c'est juste un bonheur. Donc voilà, travailler avec les habitants, travailler avec les artisans, avec les élus, avec tous les corps de métier, voilà, c'est une façon plus intéressante de faire la ville et justement de réfléchir à la juste modalité d'occupation et de partage de l'espace. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, je sais pas comment on fait. J'ai un micro, je peux vous le passer. Il y en a un ici aussi. Ah, ok. Merci beaucoup pour ces idées très inspirantes. Ça donne envie de faire. Et du coup, je vais passer une petite info pour ceux qui ont envie de passer des idées aux actes et qui peut-être ne savent pas trop comment s'y prendre. Sur les questions d'habitat écologique que vous avez pas mal abordées, sachez qu'en Ariège, il y a une association qui s'appelle Écorce et qui fait de l'information, de la sensibilisation, de l'accompagnement, de la vulgarisation, de la formation autour de l'habitat écologique, que ce soit en rénovation ou en construction neuve. Il y a des soirées gratuites qui sont sur différents sujets. Vous allez sur le site de écorce.org et là-dessus vous trouverez plein d'infos. Il y a aussi tout un réseau d'artisans et de professionnels qui sont sensibles à ces questions-là et avec lesquels évidemment on peut vous mettre en contact. Voilà. Il y en a même dans la salle. Je les vois. Je vais essayer de passer par là. Toute seule. Est-ce que les manières d'habiter que vous avez décrites à partir de ressources très périssables ne sont pas un petit peu liées à la démographie? C'est-à-dire comment on peut imaginer des choses comme ça dans des villes, par exemple? Attendez, je ne suis pas sûr de... Comment dans des villes on peut faire avec des ressources périssables, c'est ça? Oui, c'est les modes d'habitat que vous nous avez montrés, soit les papous, soit sur les îles, soit au Mali, les habitats en terre. C'est super, mais à partir de jusqu'à quelle population on peut imaginer des choses comme ça, en fait? En fait, ces matériaux bio ou géosourcés, on les utilise aujourd'hui dans la construction, dans les villes. En fait, vous pouvez construire en paille, vous pouvez faire des bâtiments de plusieurs étages en paille. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de constructions en terre aussi. Alors bien évidemment, ça n'a pas c'est pas la même architecture. C'est pas la même architecture qu'au Burkina ou au Togo ou en Afrique de l'Ouest. Mais on peut faire. Il y a une esthétique contemporaine qui est en train d'émerger autour de ces matériaux qui sont des matériaux qui ont toujours existé, mais qui ont été oubliés par l'économie de la construction.
Mais bien évidemment, on peut pas construire des îles en jonc. En revanche, voilà, de la paille comme isolant ou comme paille porteuse, bah ça c'est tout à fait possible. D'accord, ok. Bonsoir. Là, ça devient compliqué. Je poursuis la question d'Élodie parce que ça a l'air d'être une question d'un néophyte, mais en fait, Élodie, elle travaille sur des projets avec ressources bois locales, où on essaye de sortir dans les marchés publics de la forme qui est la forme de mise en concurrence avec du bois qui vient de très loin parce qu'il est moins cher. Et en fait, la question qu'on peut se poser quand même, parce que bon, la ferme du Rail, moi je connais, je suis allé il n'y a pas très longtemps, c'est magnifique. Mais d'où vient le châtaignier? Comment on peut se procurer un truc pareil? C'est un exemple, c'est un très bel exemple. Dans quelle mesure il est reproductible à grande échelle, puisque c'est ça qui nous intéresse finalement. On parle de bon, vous parlez d'un changement de mentalité, d'un changement d'une montée en compétence. C'est évident que c'est certainement le sujet, il est là, il est dans la montée en compétence de tout le monde. Ça prend un temps fou. Comment on fait pour changer? Par exemple, l'Europe est un endroit magnifique qui produit des choses magnifiques et qui en même temps fait des contraintes gigantesques. Par exemple, sur les marchés publics, comment on fait pour sortir de la concurrence pour pouvoir travailler comme ça? Mais pas seulement ça. Comment on fait pour financer quelque chose comme ça? On est en train de travailler sur un projet de réhabilitation et on a mis en parallèle 4 façons d'isoler un bâtiment: en paille, en métis, en fibre de bois, chaque fois avec des choses biosourcées et en réfléchissant aussi à la provenance, donc au bilan carbone. Et on s'est aperçu d'une chose, que le plus cher et le plus compliqué, c'était la paille. Et alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce que la paille ne vient pas d'ici, elle vient d'assez loin, que pour isoler un bâtiment par l'extérieur en paille, il faut une structure en bois énorme, très, très, très lourde, la paille fait 36 de large, etc. Donc en fait, on se retrouve avec énormément de contraintes comme ça, qui rejoignent cette question. Est-ce que c'est des exemples particuliers qu'on fait aussi ici? Écorce en a parlé, on en fait quelques-uns. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment, et à quel rythme ça peut se développer? Comment on peut changer de paradigme en fait? Je botte pas en touche dans la réponse, c'est vraiment ce que je pense. Je pense que quand on commence à se poser ces questions-là, c'est-à-dire qu'on commence à dire, ok, d'où vient la paille, quel trajet elle fait, et voilà le bardage en châtaignier, d'où vient le châtaignier, et pourquoi je vais le prendre là, et qu'est-ce que ça implique, etc. Le levier, pour moi, il est là. Et à chaque fois, c'est des réponses qui sont circonstanciées et qui ne sont pas forcément satisfaisantes. À la ferme du Rail, en fait, le châtaignier, il vient de la région nantaise, en fait, parce que il n'y avait plus personne en Île-de-France qui savait travailler les ganivelles de façon un peu artisanale, et donc on est allé le chercher assez loin, ce qui est bon. Et donc on a découvert finalement un artisan qui était super intéressant, et c'est génial de faire cette rencontre-là, mais c'était pas tout à fait satisfaisant sur la question de la distance. Mais quand on commence à prendre ces questions-là au sérieux, de dire voilà d'où ça vient, comment c'est transformé, voilà pourquoi je peux pas utiliser une entreprise locale, parce que finalement dans les appels d'offres je vais me retrouver à faire appel à travailler avec quelqu'un qui connaît rien aux problématiques locales, etc. Enfin voilà, de commencer à batailler sur ces questions-là. Je crois que c'est ça qui va faire bouger le curseur. Et donc, je ne sais pas à quel point c'est reproductible. Je pense qu'il y a un certain nombre de questionnements qui peuvent devenir des réflexes dans nos façons de faire, où on va vraiment se poser la question. Voilà. Se poser la question, voilà, d'où ça vient, comment ça a été transformé, qui le met en œuvre, et aussi
à quel prix? Quelle est la juste rémunération du travail? Quel type d'entreprise? Voilà, comment je valorise aussi celles et ceux qui se forment à ces techniques, qui sont des techniques très anciennes, mais qui ont été oubliées. Voilà. Comment j'essaye de réimaginer une économie de la construction? Bon, c'est des balbutiements, mais je pense que c'est important. Oui, effectivement, je pense qu'avec ces questions, on est au cœur du sujet, mais je rebondis sur les remarques précédentes de mes deux collègues, parce que c'est une question que j'allais poser, effectivement, c'est une question d'échelle. Alors, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit, hein, bon, mais je pense qu'effectivement, vous parliez de la multiplication par 35 là, des produits, donc alors, je ne sais pas si c'était le ciment ou si c'était les produits en général d'extraction. Donc on a de manière exponentielle l'augmentation du nombre d'habitants au XXe siècle. Je pense qu'on est passé de 1 milliard à 8 milliards quoi, à un siècle. Et donc, effectivement, c'est un problème. Alors du coup, c'est juste pour mettre l'accent sur la question du réemploi, finalement, vous l'avez abordé. Et est-ce que c'est pas là, finalement, qu'il va falloir s'engouffrer? Et aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle le zéro artificialisation nette en France, qui est issu de la loi climat et résilience, où on commence à nous expliquer, et difficilement, parce que ça résiste, hein, c'est très, très compliqué à faire passer, on nous explique qu'effectivement, il va falloir arrêter de construire, parce que le problème, il est quand même là. Parce que comment on le tourne, donc non seulement on est 8 milliards au lieu de 1 milliard, mais en plus, là où on habitait à 10 dans une maison hier, on est aujourd'hui en gros à 2. Quoi. Donc ça démultiplie en plus les efforts. Donc c'est vrai qu'on est quand même devant un problème, parce que je me faisais la réflexion que si effectivement, et je caricature un peu, on extrait le châtaignier qu'il faut pour toutes ces nouvelles maisons, les grands trous qu'on a vus sur vos premières photos, on les aura quelque part quand même. Enfin, de toute façon, c'est un peu le... Comment dire, je sais pas quoi, la quadrature du cercle là. Enfin, c'est-à-dire que si on veut plus utiliser, les matériaux industriels et qu'on construit qu'en bois, bah ça va être dramatique assez rapidement. Donc, on voit bien que, enfin, pour moi, bah, ça veut dire moins construire. Enfin, c'est le mix entre le réemploi et une forme de décroissance en fait, ou de moindre construction. C'est même pas le réemploi tout seul, parce qu'aujourd'hui le réemploi, si vous regardez les grands groupes du BTP, sont tous en train de célébrer, de louer les vertus du réemploi, mais c'est parce qu'on est sur une... Voilà, c'est-à-dire qu'on a une courbe ascendante, et puis tout en haut, c'est un petit peu circulaire, donc ça va. Mais non, en fait, il faut moins construire. Voilà, et Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre des architectes, c'est intéressant de voir qu'elle dit aujourd'hui réhabilitation, mais pas construction en neuf. Donc je pense que c'est les deux leviers à actionner, mais c'est sûr qu'on ne va pas trouver de réponse satisfaisante, évidente. Ouais, c'est un ensemble de contraintes, mais c'est ça le plaisir. Alors merci, voilà. Moi j'ai l'intuition que s'il y a une révolution à faire un peu écologique, c'est dans cette manière de partager l'espace, peut-être plus que dans les matériaux qu'on choisit pour construire aujourd'hui. Et effectivement, quand deux personnes occupent des grandes surfaces ou des grands bâtiments, il y a peut-être là une révolution à faire sur penser ensemble, en société, l'occupation de l'espace. Oui, alors, enfin, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est des questions qui sont liées, mais c'est vrai que là, peut-être à la fin dans ma présentation, puis là, dans les échanges qu'on a eus, il y a eu un accent plus fort qui a été mis sur la question de la matérialité. Mais je suis d'accord avec vous, on est dans l'obligation de redéfinir nos façons d'habiter et de partager très matériellement l'espace, quoi. Et pour tout vous dire, en fait, quand j'ai commencé cette série Habiter le monde, c'est le moment où, dans mon quartier, en fait,
enfin on dit à Paris, mais c'était vraiment chez moi. Il y a eu 1500 ou 2000 migrants qui se sont installés. Et donc voilà, on les a accueillis comme on a pu, mais c'était une épreuve en fait. C'était une épreuve à la fois de citoyenneté et puis une épreuve aussi morale, parce que c'était une situation qui était extrêmement difficile, voilà, difficile à vivre. Et moi, j'étais déjà prof dans mon école d'architecture et j'allais expliquer à mes étudiants qu'est-ce que ça veut dire habiter. Puis à un moment, en fait, c'était intenable. En fait, je comprenais plus ce que ça voulait dire. Et je suis d'accord avec vous. Enfin, il y a un moment, les choses sont intenables et on est obligé de partager pour de bon, parce que ça ne marche plus, quoi. Et donc, quelles sont les formes d'entraide qu'on est capable de mettre en place? C'est une vraie question, quoi. Et c'est vrai qu'avec la ferme du Rail, c'est quand même quelque chose qu'on a essayé de faire, de dire, en fait, des personnes qui ont été durablement éloignées de l'emploi, puis qui ont des parcours de vie très, très durs, elles peuvent retrouver une place par le logement, mais aussi par le travail. Donc comment on peut donner un toit, mais aussi comment on peut former, comment on peut avoir un processus de projet qui est plus inclusif et qui va permettre de former des personnes à des emplois qui sont quand même des emplois pérennes pour les villes. Donc là, elles sont formées à la collecte des biodéchets, à la fabrication du compost. Mais après, elles partent de la ferme et puis elles vont travailler ailleurs, en fait. Et puis à tout ce qui est entretien d'espaces verts et maraîchage. Et voilà, on se dit c'est des métiers verts dont les villes vont avoir besoin. Et tous les métiers du réemploi sont aussi ouverts à des personnes qui ont un faible niveau de qualification. Bon, voilà, il y a des choses à faire là-dessus, quoi. Oui, bonsoir. Je suis globalement d'accord avec l'exposé que vous nous avez présenté tout à l'heure, à quelques petites nuances près, mais ne sont pas sans gravité. D'abord, le ciment, pour moi, c'est quelque chose de pratiquement naturel, puisque c'est fait à partir de l'argile, simplement, et de calcaire, et de sable. Et c'est chauffé, évidemment, à 1400 degrés ou un petit peu plus, mais c'est la température qu'on utilise pour faire de la porcelaine, pour faire des céramiques, etc., et pour faire beaucoup d'autres choses. Donc c'est peut-être aussi l'utilisation beaucoup plus rationnelle du pétrole ou d'autres moyens, d'autres combustibles. Mais le ciment, à mon avis, est quelque chose de pratiquement naturel. Ça fait du béton qui est de nouveau une pierre. Et cette pierre-là peut être aussi réutilisée. Et là, l'intérêt de ceci, c'est que ça nous fait quand même gagner du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est quand même très important. Là, j'en ai pour preuve, il y a quelques années, on m'a demandé de construire un lycée en 14 mois de 10 000 mètres carrés. Et s'il n'y avait pas eu de béton, ça n'aurait pas pu être possible. Et ce lycée-là a été qualifié par le président de la région à l'époque de premier lycée à haute qualité environnementale. C'était la norme la plus écologique de l'époque. Et j'en suis quand même relativement fier. Vous avez parlé ensuite de l'habitat. Oui, il y a autre chose que je voulais dire également. Lorsque j'étais élu, il y a une vingtaine d'années, à peu près, c'était les débuts des SCOT, schéma de cohérence territoriale. C'était toutes les prémices des SCOT. Et devant un parterre d'élus, j'avais dit, méfions-nous de l'artificialisation des sols et de la construction en outrance des pavillons, etc. Parce qu'un jour, nos enfants ne sauront pas où planter les patates. Et évidemment, ces élus se sont moqués de moi, mais bon, ça va, je l'ai pris comme ça, mais c'était pas trop grave. Et je me réjouis aujourd'hui que cette problématique soit remise à l'ordre du jour. Sauf que je pense qu'on est passé d'un extrême vers une théorie extrémiste de l'autre bord. J'ai entendu sur France Inter, je crois avant-hier, certains propos qui préconisaient des habitats à 45 mètres carrés pour une personne, et le journaliste a dit, bon, c'est quelque chose de ne pas possible, etc. Voilà, je pense qu'on est en train de passer d'un extrême à un autre. Vous avez parlé ensuite de l'habitat individuel, qui devrait être ouvert sur l'extérieur.
Oui, d'accord, c'est possible. Mais ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu de Bachelard lorsque j'étais étudiant sur la politique de l'espace, où il considérait que l'habitat devrait être pratiquement comme une coquille d'huître, c'est-à-dire un petit peu rugueuse à l'extérieur pour se protéger de l'environnement et très lisse et nacrée à l'intérieur pour se sentir comme dans un cocon ou comme peut-être pour revenir au tout premier pas. Ensuite, bon, sur l'habitat partagé, il y a une réflexion. Enfin, il y avait déjà les utopistes, et notamment Fourier, avec les phalanstères, qui avaient proposé une autre façon d'habiter. Ça n'a pas pu se développer parce que c'était bon. Il y a aussi l'environnement industriel, capitaliste, etc., qui allait à l'encontre de tout ça. Ouais, il y a beaucoup de choses. Je vais répondre sur deux choses, sur la fin, là, sur ce que vous venez de dire, sur les façons d'habiter autrement, et puis sur le béton. Sur les façons d'habiter autrement, moi j'enseigne j'enseigne à Paris, mais j'enseigne aussi en Suisse, à Genève. Et Genève, c'est une des villes les plus chères du monde. Mais la Suisse a toujours été un pays pionnier dans l'habitat coopératif. Donc c'est des façons de partager l'espace. Enfin, ça vient des coopératives paysannes où ils mutualisaient les produits laitiers, ils fixaient le prix du fromage, etc. C'est-à-dire qu'il y a des formes de solidarité paysanne pour pouvoir survivre. Et puis ensuite, ça a été les coopératives ouvrières. Et en fait, en Suisse, vous trouvez, alors à Genève, mais aussi à Zurich, des coopératives qui ont permis finalement de faire des habitats groupés ou des habitats partagés avec de l'accession à la propriété et aussi de la location, et notamment de la location pour les gens les moins fortunés. Donc moi je crois que ces expériences, elles peuvent tout à fait se développer, et qu'aujourd'hui beaucoup de personnes cherchent des façons plus peut-être différentes et peut-être plus enrichissantes humainement d'habiter, et que même si c'est pas tout le monde, c'est déjà quelque chose, et c'est pas mal. Sur le béton, moi je cherche pas à diaboliser le béton, je suis amoureux de tout un tas d'architectes qui ont construit en béton, mais c'est la question de la quantité de béton qui est utilisée dans le monde. Après, qu'il y ait des bétons ultra performants. Enfin, encore une fois, je suis en Suisse, à Genève, qui est un pays où il y a Holcim, enfin une ville où il y a Holcim, qui est bon. Mais voilà. Après, quand vous dites le béton, c'est naturel, oui, mais bon, oui et non, quoi. Quand ceux qui disent le béton, c'est de la pierre. Voilà, j'ai entendu ça à Genève. Oui, comme les nuggets, on dit que c'est du poulet, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Bon, donc non, il y a des, enfin voilà, et encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser un matériau. On a bien évidemment besoin du béton aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire sans béton. Et la ferme du rail, il y a du béton. Il y a quand même une dalle en béton, parce que sinon, il n'y a pas. Donc voilà. Après, non. Et par contre, sur la question du temps, je crois que je suis en désaccord avec vous sur la question du temps, parce que l'idée qu'il faudrait... je crois que l'architecture a été victime de cette contrainte de temps. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut faire les choses vite parce que ça coûte cher, il faut les faire le plus vite possible et le moins cher possible. Et souvent, en fait, on voit des architectes qui sont hyper compétents et qui y arrivent. Et donc à la fin, ils nous présentent une addition où, en fait... En effet, ça coûte moins cher et ça s'est passé, le chantier s'est fait rapidement. Mais c'est quand même la petite addition, parce que quand vous regardez la grande addition, en fait, elle coûte assez cher. D'utiliser du PVC, d'utiliser plein de matériaux pourris, d'avoir des chantiers avec du black, avec des gens qui... ça a un coût quand même sociétal, et ça a un coût écologique qui est fort. Voilà, la petite addition est peut-être pas chère, mais la grande addition à l'échelle de la société, si on regarde le coût
le coût du BTP pour la sécurité sociale, il est quand même super important en fait. C'est-à-dire que les conditions de travail, elles sont quand même très dures. Je pense que si on travaillait différemment, si on avait une réflexion sur la pénibilité du travail, et aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes, par exemple, dans les métiers du bâtiment, c'est intéressant. Elle pose des questions que les hommes auraient pu poser, mais qui ne posaient pas, notamment sur la pénibilité des charges. Enfin, la lourdeur des charges et la pénibilité du travail. Bon, ben je veux dire, ça fait émerger des questions qui vont transformer les façons de travailler. Et je pense que plus les chantiers prendront du temps, mieux ça sera. Et c'est vrai que ça coûtera plus cher. Enfin, ça peut coûter plus cher. J'ai pas de problème avec ça. Mais par exemple, nous, quand on va manger dans un resto, on accepte de payer plus cher. Moi, mes enfants, ils me coûtent un fric monstrueux, pour parler comme notre président là. Bah oui, mais moi, ça fait sens pour moi de payer, de mettre plus d'argent dans l'éducation de mes enfants alors qu'ils me rapportent rien. Bah parce que bien évidemment. Il y a un enjeu sur le long terme, de payer plus cher des aliments, bah, là aussi ça fait sens. Donc que nos chantiers coûtent plus cher et qu'ils prennent plus de temps, je pense que c'est une nécessité, et de se battre justement pour ralentir, pour réintroduire du temps dans la fabrication des espaces, c'est absolument nécessaire parce que ça va pouvoir faire émerger d'autres types de questions, d'autres types de préoccupations. Je suis un peu impressionnée par le fait de prendre la parole, donc je vais essayer d'être claire dans ce que je veux dire. Pour moi, tout ce qui a été dit depuis le départ, c'est vraiment un problème sur la pensée rationaliste et l'héritage qu'on a de Descartes et de sa théorie, notamment des animaux-machines, etc., dans laquelle, du coup, on part sur des mécanismes de domination, que ce soit de domination sur le vivant, de domination sur les races, sur les genres, sur tout. Et donc, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur la relation entre l'architecture et la pensée complexe, la systémique. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était de reprendre en fait les concepts, notamment d'Edgar Morin et d'autres penseurs de la complexité et de la systémique, appliqués à l'architecture, en montrant que finalement le nouveau métier de l'architecte dans le monde d'aujourd'hui, ce serait aussi un architecte qui penserait notamment, qui arrêterait de travailler de façon segmentée, notamment avec des pratiques de pluridisciplinarité et transdisciplinarité, de remettre de la reliance en fait à tous les niveaux. Et donc, notamment, il y a le principe de l'écologie de l'action d'Edgar Morin, donc d'arrêter de concevoir des projets sous forme de boulet de canon avec une espèce de téléphone arabe de la construction entre le moment où il y a un besoin et le bâtiment qui ne répond plus du tout aux besoins, puisque en fait, il a évolué dans les 10 ans de mise en place du projet. Et donc c'est créer des processus. Donc là, on a tout le travail aussi de Lucien Kroll, par exemple, qui a travaillé sur des projets avec les habitants. En fait, il y a énormément de réflexions à tous les niveaux qui se passent. On a la réflexion donc sur les matériaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, dans ce que vous faisiez, le lien entre le choix des matériaux et l'implication du faire ensemble, c'est que de fait, dans les matériaux biosourcés et géosourcés, on ne peut pas ne pas travailler en collectif, parce que c'est des matériaux qui nécessitent notamment la terre, de la main-d'œuvre commune. Et ensuite, il y a aussi tout le processus de l'auto-conception et là, on a aussi les travaux, par exemple, de Patrick Bouchin sur l'implication des habitants, donc la maîtrise d'usage qui est hyper intéressante. Voilà. Après, on a toutes les questions des tiers-lieux, de ce qu'on fait dans ces lieux. En fait, est-ce qu'on construit des bâtiments ou est-ce qu'on construit des lieux ? Et qu'est-ce qu'on crée comme dynamique humaine à l'intérieur de ces lieux. Et donc en fait, c'est toutes ces questions-là qui font que le métier de l'architecte aujourd'hui ne peut plus se cantonner à ce qu'il a été ces dernières années, et l'importance de recréer du lien en fait entre toutes les professions et les dynamiques. Et du coup, ma question, qui est un peu une question ouverte à vous, mais à la vie, c'est est-ce qu'on va réussir à
avoir suffisamment de désobéissance civile parce que en fait, la société elle a été créée avec des systèmes et des normes, etc., qui empêchent de pouvoir faire les choses avec bon sens. La société va trop lentement par rapport à l'évolution du monde. Et donc, est-ce qu'on va réussir dans le temps imparti, c'est-à-dire celui du déclin du monde, à résoudre un peu toutes ces questions-là. Et voilà, pour moi, c'est vraiment aussi une invitation à la désobéissance civile, parce qu'en fait, c'est quand on fait en marge qu'on arrive à résoudre un petit peu toutes ces questions. Voilà. Bon, il y a plein de choses dans votre intervention. C'est une question. Moi, j'ai des étudiants de licence, de master, et on voit bien. Enfin, c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment dans une sorte de double bind, quoi, de double contrainte. D'un côté, ils veulent plus faire de l'architecture comme on en a fait jusqu'ici. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas encore vraiment de modèle économique qui leur montre comment ils pourraient faire une autre architecture et gagner correctement, gagner correctement leur vie. Et toutes ces dernières années, il y a eu énormément de collectifs, mais qui ont travaillé sur le mode du bénévolat. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'était super intéressant, mais le message qu'ils ont envoyé était aussi, à mon avis, un mauvais message, en disant, voilà, si vous voulez faire des choses que vous trouvez vertueuses, en fait, faut les faire gratuitement. Non, en fait, il faut trouver un modèle. Moi, je suis un très grand admirateur de William Morris. Voilà, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux sociaux. Autour de la question de la matière, il faut tout tenir. C'est-à-dire que la juste rémunération du travail, avec des matériaux de qualité, avec des produits qui durent et qui ont un faible impact environnemental. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde autour de soi dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme, on voit plein d'expérimentations qui sont intéressantes, qui sont inspirantes. Comment on fait pour se fédérer entre nous? Comment on fait pour passer à une échelle supérieure? Comment on fait pour changer les normes? Alors, il y a la stratégie de la désobéissance. En même temps, tous les gens que vous avez cités, ils sont pas du tout des désobéissants. Regardez Patrick Bouchain, il a quand même travaillé, mais il travaille quand même main dans la main avec les élus. Voilà, donc et puis il fait des lectures publiques du Code civil. Donc voilà, donc c'est pas exactement, c'est pas Andreas Malm, quoi. C'est pas bon. Donc après, moi, je crois qu'il faut faire des choses qui sont inspirantes pour d'autres, en fait. Enfin, ce que vous disiez là, ce que vous avez dit là, quand vous travaillez la matière, quand vous travaillez la terre, ben c'est tout de suite des questions humaines, en fait. Des questions de la façon dont on est ensemble, dont on travaille ensemble. Et voilà, c'est le travail concret, manuel, mais c'est aussi des questions de rémunération, de statut, etc. Et le fait de voir que tout ça, c'est lié, c'est super, c'est super rassurant. Et moi, je trouve que ça donne énormément d'énergie. Et moi, mon levier, c'est de dire, en fait, vous pouvez travailler comme ça. Voilà. Vous pouvez travailler comme ça et ça va redonner du sens à votre pratique. Et moi, mes étudiants, ils disent tout le temps, pourquoi vous parlez tout le temps de réemploi? Parce que le réemploi, c'est ce que je fais. Et ça a du sens pour moi. Peut-être vous pouvez prendre d'autres entrées. Moi, je suis là-dedans et je vois ce que ça m'apporte. Et je vois comment ça me permet de travailler avec les autres. Et voilà, et maintenant, ça fait sens et ça me tient. Et j'ai l'impression que ça se tient aussi, quoi. Et moi, je crois beaucoup à ça, à la capacité d'entraînement. Vous voyez, quand vous voyez Sophie Ricard qui raconte la permanence à Boulogne-sur-Mer, voilà, vous êtes embarqué dans quelque chose que vous avez envie de faire vous aussi. Quand vous regardez le Rural Studio en Alabama, voilà, et c'est des choses, nous, qu'on a repris, justement, c'est parce qu'il y avait ces exemples-là qu'on les a repris, enfin, qu'il y avait cette exemplarité-là, que c'est des choses qu'on a repris dans le projet de la ferme du Rail. Parce que c'est des gens qui nous ont inspirés, où on s'est dit, voilà, c'est à la fois bien en projet, mais c'est bien pour nous, en fait, dans notre propre pratique, quoi.
Donc moi, je dis pas non à la désobéissance, mais cette question de l'exemplarité qui permet de trouver un équilibre entre des façons de travailler, de se rémunérer et un impact écologique et social, c'est plutôt cet équilibre-là que je cherche aujourd'hui. Mais je suis pas contre la désobéissance aussi, de temps en temps. Merci beaucoup. Merci Philippe Simet. Je crois merci qu'on à a vous. épuisé les questions. Nous pourrons retrouver vos ouvrages en vente à la sortie avec la librairie sur majuscule. Encore un grand merci au syndicat des architectes de l'Ariège et au CAUE de l'Ariège pour ce partenariat, cette soirée donc, que nous poursuivons avec un repas partagé au rez-de-chaussée et puis un film, donc Sous les figues à 21h. Si vous souhaitez rester avec nous, bienvenue. Merci beaucoup.